Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce 20h dont voici les principaux titres. Le Front National pour la défense de la Constitution a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry. Dans une déclaration, le FNDC regrette l'installation du chef de l'État et son obstination à soumettre une nouvelle constitution à la Guinée qui, selon eux, ouvrirait une possibilité de briller un troisième mandat. Le FNDC réitère sa ferme volonté à défendre les principes démocratiques. Sur le plan international, la grève de 2019 est celle qui m'aurait mis sur un vélo, d'abord contraignant par la grève à se déplacer en bicyclette. Damien Stéphane y a pris goût, vêtu de son gilet jaune, de son casque et de ses gants. Réfléchissant, ce nouvel adepte du vélo-taf rejoint désormais chaque année son bureau en quartier d'affaires et en défense pédalant son vélo. C'est pour tous les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous dis en titre, le Front National pour la défense de la Constitution a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry. Dans une déclaration, le FNDC a réitéré et surtout revenu sur l'obstination du chef de l'État à soumettre une nouvelle constitution à la Guinée qui, selon eux, ouvrirait une possibilité de briller un troisième mandat. Le FNDC réitère sa ferme volonté à défendre les principes démocratiques et appelle ses partisans à 2 journées de manifestation à partir du 28 et 29 janvier prochain. Idrissa Bari était de la partie suivie. Dans cette déclaration lue par son coordinateur, le Front National pour la défense de la Constitution affirme que ni la répression sanglante des forces de défense et de sécurité, ni la stratégie d'ethnicisation de sa lutte ne réussiront à leur détourner de leur but, qui est celui de l'alternance démocratique dans le respect des lois. C'est pour cela, poursuit Abdraman Sano, l'heure n'est plus au discours, mais à la prise d'action concrète pour éviter au pays de tomber dans un chaos. Nous comptons sur l'engagement du peuple de Guinée pour que ce coup d'État-là ne passe pas. Et notre engagement à ce niveau-là est total. Absolument rien, s'il plaît à Dieu, nous fera rebrousser chemin. Le FNDC s'est aussi adressé à la communauté internationale à qui il demande de prendre des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est annoncé en Guinée. Le chef de file de l'opposition dit ce qu'il attend de cette visite. D'Ibn Chambash. C'est d'amener aux Guinéens, c'est la loi qu'il faut respecter. Il faut respecter la loi, le consensus. Si on a là les sources de conflit, on ouvre un dialogue, on se met d'accord comment on fait. Comment on interprète la loi, non, pas comment la contourner. Parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus, on le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix. Il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Ce jeudi, en Conseil des ministres, le gouvernement a demandé au président de la République de trouver une date pour la tenue du référendum. En réaction, Sidya Touré affirme que c'est une façon pour le pouvoir de mettre de l'huile sur le feu. Moi, je ne suis pas surpris. Nous allons vers un couplage. Le communiqué hier est fait pour qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter de l'huile sur le feu. C'est une manière de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinéens, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il y a des morts, mais ils l'ont fait. Moi aussi, il y aura des morts, mais je vais continuer à le faire. Toujours dans le même cadre, l'organisation du référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, c'est la question qui se trouve actuellement sur toutes les lèvres. La Guinée, les promoteurs de ce projet de nouvelle constitution estiment qu'il sera bénéfique pour les femmes et les jeunes. Pourtant, les citoyens disent qu'ils n'ont pas idée du contenu de ce projet de nouvelle constitution. Malik Sandiana Kamara s'est intéressé à ce dossier. Suivez. Ce jeune est diplômé en mathématiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et ancien aventurier. C'est après sa mésaventure, il est revenu au pays pour se lancer dans la conduite de taxi-moto. Son activité ces derniers temps est perturbée par des manifestations appelées par le FNDC, alors qu'en réalité, il ignore même le contenu du projet de la nouvelle constitution, l'objet de cette crise. Dire aujourd'hui de changer la constitution, bon, ce n'est pas très important pour la jeunesse. Oui, ça semble la pagaille.
Est-ce que vous avez une fois lu le projet de la nouvelle constitution? Je ne connais rien dedans, oui. Cette méconnaissance du projet de la nouvelle constitution par le jeune Diallo n'est pas un cas isolé. Je ne sais pas si c'est en faveur de nous les jeunes ou ce n'est pas en faveur de nous les jeunes. Donc par rapport à ça, je ne peux pas me mêler à jeter les cailloux, faire des trucs pareils comme ça. Là. Parce que réellement d'abord, je ne sais pas ce qui est dans la nouvelle constitution. Moi, je ne connais rien de cette nouvelle constitution. C'est que je sais qu'ils rendent la cité paisible pour ne pas que les pauvres souffrent. Nous n'avons pas où aller quand ça dégénère. Question de jours ou de semaines pour aller au référendum afin d'adopter la nouvelle constitution. Ce jeune préfère d'abord bien s'informer avant de glisser le bulletin dans l'urne. Quand on dit d'aller au référendum, qu'est-ce que ça te dit? Bon, je ne peux pas aller comme ça au référendum aveuglément. C'est la raison pour laquelle je dis que je ne connais pas d'abord le contenu de la nouvelle constitution. Donc quand je pars au référendum comme ça, je suis parti comme ça aveuglément. D'après les promoteurs du projet de la nouvelle constitution, les femmes et les jeunes seront les plus privilégiés dans les instances de prise de décision. Mais avec la crise qui s'empare du pays, ces derniers souhaitent d'abord l'apaisement du climat politique. On a souffert en tout cas. Aidez-nous à sortir de cette crise. On n'arrive plus à écouler nos marchandises alors qu'on a des enfants à nourrir. La Guinée, c'est pour nous, c'est pas pour Jean, c'est pas pour Paul. D'essayer d'arranger les gens, bon, soi-disant qu'il a fait 10 ans de laisser notre revenu. Dans ce marché de Matoto, les femmes sont préoccupées à faire leur petit commerce malgré les énormes pertes enregistrées, faute de moyens de conservation de leurs marchandises. Elles n'osent pas parler politique, seulement elles rêvent toutes d'une vie meilleure. Nous gardons toujours le même chapitre. La violence que j'ai vue hier à Nabi, à Pita, à Conakry ici, partout, ce n'est pas le fait des Blancs. Ce n'est pas un Allemand qui est venu. Ce n'est pas un Français qui est venu. C'est des Guinéens. Et ces Guinéens veulent quoi? De l'argent. J'invite l'ensemble des Guinéens à une prise de conscience aiguë, à savoir que seul le peuple reste. Seul le peuple est éternel tant que vit l'humanité. J'invite l'ensemble des Guinéens à comprendre que le vote organisé pour le 16 février doit donner la victoire au non. Le non est sacré pour tous les Guinéens conscients. Le non est sacré pour tous ses fils, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour créer l'unité. Parce que s'il y a un non, les tenants du oui seront obligés de se replier à la victoire du peuple. Plus de 2,9 milliards de dollars, soit 27 000 milliards francs guinéens, ont été mobilisés par le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. L'annonce a été faite par le ministre du dit département qui était face aux ondes de médias ce matin. C'était au cours d'une conférence de presse où les ministres surveillaient pour présenter les acquis et défis et perspectives de leurs différents départements. Mariama Fodi Camara était de la partie suivie. À l'entame, la ministre de la Coopération a d'abord salué les mérites de ses prédécesseurs avant de faciliter la compréhension des uns et des autres sur la mission de son département. Pour Guéné Keïta, la chasse a été fructueuse. Plus de 300 accords de coopération, de conventions et de financement ont été signés avec des partenaires bi- et multilatéraux. Ceci a permis de mobiliser une enveloppe financière globale de plus de 3,5 milliards de dollars des États-Unis, soit plus de 33 000 milliards de francs guinéens en faveur des différents secteurs de l'économie nationale. Sur le plan de l'intégration africaine, la Guinée de 2011 à 2019 a obtenu plusieurs postes statutaires, ce qui l'a également permis de payer ses arriérés de contribution à la CEDEAO, l'Union africaine et la Manoriva Union. À ce jour, 27 entreprises industrielles guinéennes et 98 de leurs produits ont été agréés au schéma de libéralisation des échanges commerciaux de la CEDEAO, leur donnant ainsi le libre accès au marché des États membres
sans paiement de droits de douane ou de taxes ou d'effets équivalents. Dans le cadre de la coopération bilatérale, plus d'$1 milliard, soit plus de 9 000 milliards de francs guinéens, d'accords de financement ont été signés en faveur de plusieurs secteurs. Avec les États-Unis d'Amérique, plusieurs enveloppes ont été signées, 41 millions de dollars US, donc plus de 4 000 milliards de francs guinéens, dans les différents secteurs. Avec la République populaire de Chine, nous avons plusieurs accords de financement également qui ont été enregistrés et qui vont au-delà, autour des 20 milliards de dollars. Conscient des défis qui restent à relever, la ministre, dans les perspectives, envisage la mobilisation des fonds pour la réalisation des activités comme la construction du siège de l'Assemblée nationale et du Palais de la Culture, ainsi que la réalisation du projet d'adduction d'eau. À l'occasion de la commémoration des événements du 25 janvier 1971, l'association des victimes du Camboiro demande justice pour leurs parents qui ont péri dans les geôles sous la Première République. Elle a fait savoir dans une déclaration qu'elle a rendue publique ce vendredi à la Maison commune des journalistes. Les membres de cette association se disent préoccupés et tourner la page de ces situations douloureuses qui ont endeuillé le pays. Alseni Tamoura était de la partie suivie. 25 janvier 1971, 25 janvier 2020. Cela sera 49 ans ce samedi que les familles de victimes du Camboiro peinent à oublier les disparitions tragiques de leurs proches. À la veille de la commémoration de cette date, l'association des victimes du Camboiro a organisé une conférence de presse pour exprimer son désarroi. Nous, dans l'association des victimes du Camboiro, nous allons continuer notre combat pour pousser les gouvernements successifs à reconnaître et à réhabiliter les victimes. Parce que nous avons perdu beaucoup. La Guinée a perdu des hommes éminents. Vous ne pouvez pas le savoir. Si nous vous lisons la liste des condamnés de 1971, vous ne verrez que des personnes éminentes. Au cours de cette conférence, les membres de cette association ont réclamé la réhabilitation des familles dans leurs droits. Ils demandent également l'implication du chef de l'État dans cette affaire qui tache l'histoire de la Guinée. Dans tous les pays du monde où il y a eu ce type de massacre, les gens recherchent la justice, ce qui s'est passé, la vérité, afin que les gens se réconcilient. C'est parce que nous, on veut faire taire l'histoire. Il y a une omerta. Personne ne veut parler de ce qui s'est passé de manière atroce. C'est pour ça que nous ne savons pas pourquoi la Guinée est dans cette situation. Donc c'est absolument lié. Ce samedi 25 janvier, l'association des victimes du Camboiro compte célébrer cette journée à travers une marche à la mémoire de tous ceux qui ont disparu au Camboiro. Nous changeons de chapitre. La presse écrite serait-elle en danger face aux nouvelles technologies? La question vaut tout son pesant d'or. La vente des journaux est devenue rare dans la cité. Les journalistes vendeurs, mais aussi les journaux sont devenus très rares. Bref, le métier ne nourrit plus son homme. Face à cette situation, les vendeurs et les journalistes sont montés au créneau. Alcini Barré signe ce reportage. Kaloum, en bas du siège de l'AGP, Youssouf Sissé jette un coup d'œil sur ses journaux et passe. Son téléphone Android lui donnera les informations complémentaires. Comme lui, beaucoup de lecteurs ont fui la presse papier. Je vois que la presse écrite ne dit pas la vérité aux populations, aux pauvres populations guinéennes. La façon que les choses se fassent, ils ne disent pas comme ça. Non, je ne paye pas comme avant puisque mes moyens sont un peu réduits qu'avant. Les Guinéens ne lisent pas beaucoup, ne parlent pas la lecture. Le retard dans la parution, l'Internet, la radio et la télévision sont les nouveaux moyens d'information qui laissent peu de place aux journaux. Un autre défi, le manque de publicité et de partenaires. Ici, journalistes et vendeurs tirent le diable par la queue. Si les vendeurs ne perçoivent que 300 francs guinéens par exemplaire, il arrive des jours que même un seul ne soit vendu. Des fois, pendant toute la journée, je ne gagne même pas un journal vendu. Les gens viennent seulement juste regarder ce qui est sur le titre et laisser maintenant. Parce que les journaux sont là, ce qui intéresse les gens, c'est de regarder le titre et laisser le Guinéen ne laisse pas. Parce que les gens cherchent de voir les infos, mais ils ne cherchent pas à savoir ce qui est détaillé dedans, ils cherchent les infos.
Le patriarche, dont Gaston est le directeur de publication, met 500 journaux sur le marché par semaine. Hélas, difficile d'écouler. Autant dire que le métier ne nourrit pas son homme. La presse papier bat de l'aile. Mais c'est un amour, c'est une affection qui fait aujourd'hui que les gens sont dedans. Parce que quand on aime quelque chose, on l'aime. Et on ne peut faire que ça. Aujourd'hui, quand je vous dis que la presse papier nourrit son promoteur, ça, je vous aurais menti. C'est clair, l'avenir de la presse écrite s'assombrit. À Conakry, il est difficile, même rare, de trouver des kiosques de vente de journaux. Pendant ce temps, la presse en ligne brillait de mille feux. Sur le plan international, c'est une ville presque morte à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les passagers montés à bord du dernier vol Yuan à Paris décrivent une ville morte et des calendriers organisant des mouvements. C'est un élément de nos confrères de l'AFP commenté par Mamad Saliou. Roissy, Charles de Gaulle, Paris. Ces passagers viennent de Wuhan, la métropole chinoise où est apparu le nouveau coronavirus. Ils sont venus dans un avion presque vide. Quand je suis rentré dans l'avion et qu'on a entendu embarquement terminé, on regarde autour, il y a les sièges qui sont complètement vides, des rangées complètes. Tu te dis mince, on a un collègue qui n'a pas pu prendre l'avion et l'avion il est presque vide. Et après ils nous ont expliqué comme quoi les ressortissants chinois ont annulé leur voyage à la dernière seconde, quoi. La peur. Selon les passagers, la ville autrefois très animée ressemble aujourd'hui à une ville morte où tout le monde cherche à s'approvisionner. Il n'y a eu aucun contrôle thermique. Aucun contrôle thermique. J'aurais pu monter à bord. Rien. À Oran, aucun contrôle. J'aurais pu monter 42 de fièvre, personne n'aurait rien vu. C'est très calme, c'est une ville presque morte, quoi. S'il y a la queue au magasin, ce matin il y avait 1 heure de queue dans les grands magasins. Pour la bouffe, bien sûr. Ah non, mais les magasins, il y a une pénurie maintenant dans les magasins. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus rien. Tous les Chinois, comme les Français, ils ont acheté des provisions parce qu'ils vont rester 15 jours coincés chez eux ou 3 semaines coincés chez eux. On va surveiller la température. En fait, c'est le premier symptôme, c'est ça. Donc on a la liste des symptômes et on sait que dans ces cas-là, on sait qu'à l'hôpital il faut aller. Voilà. Le nouveau virus s'est propagé dans plusieurs villes. Déjà, 26 personnes sont mortes, 830 cas confirmés. Pour éviter la propagation de la maladie, 40 millions de personnes ont été confinées. Les autorités chinoises ont annulé les festivités de Nouvel An dans la capitale. Enfin, la grève de 2019 est celle qui m'aura mis sur un vélo, d'abord contraint par la grève à se déplacer en bicyclette. Damien Stéphane y a pris goût, vêtu de son gilet jaune, de son casque et de ses gants, réfléchissant. Ce nouvel adepte du vélo taf rejoint désormais chaque jour son bureau en pédalant et c'est un élément de nos confrères de l'AFP, toujours commenté par Mamadou Saliouba. Il avait pris la décision de ne jamais monter sur un vélo. Le voilà pourtant en train de pédaler comme s'il s'était toujours déplacé à bicyclette. Sa décision est donc avortée et c'est parce qu'avec la grève, Damien ne trouve aucun moyen de déplacement. Alors, pour partir au travail, il se trouve un vélo. Non, il y a quelques semaines avant le 5 décembre, je ne serais jamais monté sur un vélo. Parce que je fais partie de ces gens flippés, en fait. Des questions de sécurité, circulation, partage de l'espace public à Paris. Donc, je prenais le tramway, très efficace. Et puis, à partir du 5 décembre, je me suis rendu compte que, comme je n'avais pas d'autre solution, il fallait que je m'y mette. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si désagréable. Damien est plutôt adepte du tramway. La sécurité, la circulation et l'espace réservé aux cyclistes lui font peur. Mais avec le temps, il a trouvé que faire du vélo n'est pas aussi désagréable, comme beaucoup de Français d'ailleurs, obligés depuis la grève de pédaler. On les appelle les vélotaffeurs. Pas mal de gens nous ont fait le témoignage qui se sont aperçus que leur boulot était finalement pas si loin ou pas si difficile d'accès à vélo et que finalement c'était plutôt agréable, plutôt sympa. Donc on peut penser qu'un sacré nombre d'entre eux ont découvert à cette occasion-là
que ça marchait bien, que c'était efficace et que c'était fiable surtout, parce qu'on sait à quelle heure on part et on sait à quelle heure on arrive. Pour beaucoup, ce n'est d'ailleurs pas la première fois d'être obligé de prendre le vélo. Moi, j'ai commencé avec les grèves de 95. C'est-à-dire qu'en décembre 95, des grèves qui ont duré 3 semaines, il fallait travailler. J'habite Nation, je travaillais à Necker. Il fallait trouver une solution. J'ai donc fait du vélo et j'ai continué. Et avec les grèves de 2019, j'ai mon mari qui a commencé à faire du vélo aussi. Faire du vélo quand on n'a pas le choix, avec la grève, beaucoup de Français se sont inventés des moyens pour se déplacer. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.